allez comprendre pourquoi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bistrot exceptionnel du 25 janvier 2016. Et vous savez, il s'en est passé des choses. Dès 25 janvier, il s'en est passé des choses. Par exemple, vous saviez qu'en 1494, Charles VIII est parti pour l'Italie. Alors pas en vacances évidemment, mais pour aller leur foutre sur la gueule. Vous savez aussi qu'en 1785, toujours le 25 janvier, il y a eu l'affaire des bijoux du collier de la reine Marie-Antoinette, tout ça, qui un scandale à l'époque, tout le monde en a parlé, les closers de l'époque, là, les magazines, tout ça. Vous saviez aussi qu'en 1831, évidemment, c'était l'indépendance de la Pologne. Et enfin, ça a déjà un peu plus de rapport avec ce dont on va parler aujourd'hui, en 1924, nous avions, un 25 janvier, les premiers Jeux Olympiques d'hiver, mais tout ceci n'est rien. Tout ceci n'est rien par rapport à ce qui nous attend ce soir, car ce soir, nous sommes, en espérant que les problèmes soient réglés, nous sommes au bistrot évidemment, et au bistrot il y a Julien. Bonjour Julien, comment vas-tu? Oh bah ça va très très bien mon ami, le Clermont Foot vient à l'instant de marquer un but, donc voilà, on devrait commencer, on aurait dû commencer cette émission plus tôt, peut-être qu'il aurait avant le but pour dire 4-0. ouais. Voilà, donc go 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 go. Enfin bon, je te la fais pas à l'Argentine parce que je vais arracher les oreilles à tout le monde, mais voilà. 1-0 pour le Clermont Foot, monsieur. Et donc ce soir Julien, parce que regardez, l'affichage a changé en effet, nous ne sommes plus au même endroit par rapport aux autres semaines, pour ceux qui l'auraient remarqué. Ce soir nous ne serons pas deux, mais nous allons être en fort bonne compagnie. Et regardez, il apparaît sur vos écrans, sous vos yeux ébahis, juste en dessous là, par là, hop, par là. Et nous avons avec nous monsieur Pierre Bourduge. Alors Julien, peux-tu nous présenter cet homme aux auditeurs, aux personnes qui nous regardent, en quelques mots, un CV rapide à la volée. Vas-y, je t'écoute. Je sais pas si je sais faire très rapide, mais en tout cas, je vais faire rapide parce que sinon, il va me détester. Donc, nous recevons ce soir monsieur Pierre Bourduge, que nous avions eu le plaisir d'accueillir avec nous sur Radio Arverne cet été pendant le Tour d'Auvergne et qu'on a le plaisir aussi d'écouter très régulièrement avec Jean-Marc Milenvoix et tous ses copains. Pierre Bourduge, c'est un grand journaliste sportif, fraîchement jeune retraité et à qui on souhaite d'être retraité longtemps et pour qui j'espère que je vais payer toute ma vie sa retraite avec grand plaisir pour pouvoir écouter longtemps et longtemps encore ces jolis mots et la manière dont il parle du vélo. On va pas faire un CV exhaustif parce on pourrait lui consacrer 2 heures à ce CV d'une certaine façon, mais c'est un vrai monsieur qui sait de quoi il cause quand il cause de sport. Ça va bien changer et ça fera du bien à cette émission d'avoir quelqu'un qui cause un peu comme il faut de sport. Donc, monsieur Pierre, merci d'être avec nous et bonsoir. Ah ben, c'est juste un plaisir. Bonsoir. Et pour montrer que je sais pas toujours de quoi je cause, je crois que le but du Clermont Foot, il est pas valable parce que c'est pas Diédiou qui l'a marqué. Et il y a que lui qui a le droit de marquer des buts, non? Complètement. Et puis là, il y a pénalty, hein, quand même. Hein. En plus. C'est magnifique. Les Famara Diédiou, ça c'est sûr que celui-là, il faut le mettre dans du formol, il faut l'entourer d'un matelas quand il marche dans les rues de Clermont ou quoi que ce soit, mais... Il faut un stade de 100 000 places très vite. Ouais, je crois qu'il faut qu'on prévoie. Oui. Alors celui-là, il faut qu'on le blinde très très vite. Dedans. Il va faire une grande carrière, là, Romain Alessandrini, attention. Hein. Bah, c'est surtout que ce qui est formidable avec ce petit Famara Diédiou, c'est que donc, c'est Thierry Coutard qui le disait extrêmement justement cet après-midi, c'est que donc, puisque j'ai remarqué que j'avais fait cette belle petite parole, c'est que donc, notre ami Famara Diédiou a marqué plus de buts à ce stade-là de la saison, on est un tout petit peu au-delà de la mi-saison, que le recordman de buts en une saison de Ligue 2 du Clermont Foot, qui était Sloan Priva. Donc, c'est quand même assez monstrueux ce qu'il fait. Et celui-là, faut le protéger, le mettre dans du formol si on veut monter. On en parlera ce soir, Guillaume, c'est l'occasion de faire une belle transition, est un sujet qu'on abordera avec Pierre, puisque tu nous as coupé. On était en train de parler de ça tout à l'heure, avant que tu viennes. Désolé de vous dire de faire une émission, hein, excusez-moi. Je vais y aller, moi. Allez, ciao. Donc, on reprendra notre discussion sur le fait, et la question intéressante pour le Clermont Foot, pour le Stade Aurillacois, pour bien sûr de nombreux clubs qui sont comme ça à cette extrême limite d'être entre le 15e et le 25e club, on va dire, français, de leur sport respectif, et qui se posent toujours la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux jouer le haut du tableau de la 2e division ou le bas du tableau de la première et redescendre, casser un élan, etc. Donc, moi, je trouve qu'il y a un vrai débat à cela. Et Pierre, si tu en as envie et si tu as quelques instants à nous consacrer, on pourra peut-être l'aborder tous ensemble. Oui, absolument. Alors, je crois qu'il y a une chose qui est sûre à propos de ce garçon, c'est que
Je ne sais pas s'il restera à Clermont, mais je pense que Claude Michy aura fait en sorte que le Clermont Foot ne soit pas perdant à la sortie. Ça, à mon Il su avis, faire avec Alessandrini. bah déjà, d'avoir su placer cette petite option d'achat pas trop excessive pour pouvoir le verrouiller, Eh oui. ça, c'est déjà du Claude Michy. Donc, la suite, ouais, on peut se dire qu'il va sans doute au moins avoir de quoi parlementer avec le joueur pour Oui, essayer mais de ça trouver s'arrange pas. Hein. quelque chose. Si. Oui. Deuxième but. Deuxième but, ça y est, non. Non. Pas déjà. Ils ont Non, pris non. 6-2 la semaine dernière, je crois. C'est juste à côté. Oui, c'est vrai que ça fait 2-0 pour l'instant. Ça pourrait finir 2-6 quand même. Mais bon, ouais, faut pas c'est pas s'exciter, dit, ils ont hein. pris 6-2 la semaine dernière. c'est Et clairement, surtout- toi. Petite question là, à 2 euros dont on se posait avec le frangin. Alors, combien de montées, combien de descentes Ligue 1, Ligue 2 cette année? Parce que c'est un peu le flou artistique, non? Parce que. Je Parce- crois Ouais, vas-y. que ce soit décidé encore. Il semble qu'il y a encore des recours, des trucs et des machins. Ouais, c'est a Mais priori, bon. ça doit se décider dans les jours qui viennent. Ouais. Parce que si 2 montées, Clermont en Ligue 1, foutu. Si 3 montées, Clermont en Ligue 1, il y a moyen. À Bien 2, sûr. ça paraît sans mauvais, quoi, mais il y a déjà un peu trop de retard. Mais mais ça va. Comme on dit, la vérité viendra du terrain. Non, mais c'est sûr que cette année ils vont jouer le podium. Là, c'est ce qu'ils disent et ils n'ont pas tort. C'est un objectif relativement dans leur corde vu leur position du moment. Après, l'histoire de Ligue 1, est-ce que ça les passionne vraiment les joueurs? Parce que bon, ils savent bien que la montée après, c'est le groupe qui éclate forcément. C'est des gens qui restent, d'autres qui s'en vont, d'autres qui ça. Et là, je pense qu'avec Corinne Diacre a réussi quand même pas mal de choses là et ces garçons ont l'air de se faire plaisir, voilà, qu'ils en profitent, il me semble. Ouais, après, Ils sont pas embêtés par la pression populaire, donc tout va bien. Non, mais en tant que spectateur, moi, je serais ravi d'avoir un club de Ligue 1 dans ma ville. Ça permettrait d'aller voir jouer des clubs un peu plus intéressants que ce qui se fait là actuellement. Voilà, donc c'est le spectateur qui parle. Moi, je serais ravi qu'il monte, mais en tant que Là, spectateur. je suis pas sûr quand je vois les scores de Ligue 1, je me dis souvent que ça doit pas être beaucoup plus intéressant en fait. Ouais, si. Il y a une densité aujourd'hui dans le football français. Il y a toujours eu des densités, bien sûr, de niveau à niveau. Mais avant, on sentait quand même un certain écart entre la première division et la deuxième division. Depuis quelques années, on sentait Maintenant, un on sent un écart entre Paris et les autres clubs en France. Voilà. Ouais, c'est pratiquement à ça que j'allais venir, tu vois. Voilà. Après, à une époque, Il y a un écart. ressemblait un peu à la Ligue 2. Maintenant, c'est un petit peu 4-5 équipes qui, quand même, ont une aura un petit peu plus importante, malgré Paris. Je pense quand même que Marseille, Lyon, Saint-Etienne, par des moyens, par des soutiens populaires, par des structures, par des joueurs quand même d'une certaine façon, par une histoire d'une certaine façon, reste quand même dans une petite classe au-dessus. Mais par contre, sorti de tout ça, tu sors des 6, 7, 8 historiques de Ligue 1. Et après, effectivement, tu as des équipes qui sont des équipes jeunes, qui sont des équipes qui naviguent entre D1 et D2 régulièrement. Ça se nivelle vers le bas. Les historiques, c'est une affaire uniquement de médias, parce que hier, on nous a fait un cirque sur le match des Olympiques. C'est quand même le 8e ou 9e du championnat. Je veux dire, ça n'a aucune signification. Ça fait juste plaisir à des journalistes spécialisés qui ne vivent que de ça et tout le temps là-dedans. Mais franchement, le niveau de la Ligue 1, je regardais, curieusement, je ne suis pas très football, mais je voyais que le premier relégable et le premier hors podium, il y a 7 points d'écart entre. Et on est à mi-chemin à peu près. Bon, voilà, je pense qu'il y a surtout une qualité de football qui n'est pas très, très élevée. Et à part, bon, Paris est au-dessus. Et même si Lyon, par exemple. Oui, Paris est au-dessus. Paris est bien au-dessus. On joue très bien au football, c'est amusant, c'est joli à regarder, mais on voit que les résultats ne sont pas à l'avenant. De toute façon, il n'y a qu'en France qu'on parle des 5 grands championnats européens en incluant la Ligue 1. Oui. Parce que la Ligue 1, il faut le rappeler, est 6ème au classement FIFA. Peut-être même 7ème maintenant, là, je sais plus. Enfin, voilà, bon, on s'emmerde, hein. Il faut Je dire les choses. suis pas sûr que la Ligue 1 à l'étranger ait autant de retransmissions et d'audience que la Première Ligue ou la Liga chez nous. Hein. Oh, personne ne la regarde, la Ligue 1. Et pourtant, elle pourrait, messieurs.
Ah bon? Si la Ligue 1, si la Ligue 1 était, excusez-moi, mais appelons un chat, si la Ligue 1 était un tout petit peu moins bête, et en particulier les recruteurs, quant à Ouais. l'Afrique, comme disait le grand slogan de l'époque, quand on n'a pas de pétrole, on a des idées. Ouais. Et le problème, c'est que nous, non seulement on n'a pas de pétrole, à part le pétrole du Qatar à Paris, mais on n'a pas d'idées non plus. Le Portugal, messieurs, quand même, grosso merdo, ils ont moins que nous, hein, au niveau des moyens des clubs. Grosso merdo, je dis, Ouais, pour une grosso merdo, hein. province, il y a quand même les trois premiers, Porto, Benfica et le Sporting, qui ont une marge bien plus importante sur tous les autres. Mais quand tu regardes les résultats des clubs portugais, et surtout quand tu vois un club comme Porto qui a l'équivalent à peu près du quatrième ou cinquième budget français, ok, Ouais. au cinquième budget français, qui non seulement arrive à jouer le haut du tableau au Portugal et à gagner régulièrement le championnat, mais qui brille aussi en Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions, en allant régulièrement dans les phases finales, en l'ayant remporté en 2004, que ce soit aussi en Coupe de l'UEFA, puisqu'il l'avait gagné il y a 2 ou 3 ans de cela. Donc, ils ont quand même capacité, eux, en ayant moins de pognon que nous, que les Marseille, que les Bordeaux, que les Monaco, hein, aussi, parce que même si leur projet est un peu particulier à Monaco, ils ont quand même une manne Hein, il y a un projet? qui, a Ah oui, priori... ils ont le même projet que les Portugais, ils vendent leurs joueurs. Voilà, c'est un petit peu ça, C'est un mais projet, sur ça. un peu plus court terme, c'est un peu cette idée-là, et d'ailleurs, il y a l'atout portugais, mais je pense justement qu'on risque d'avoir des résultats. Alors c'est pas beau, c'est pas bien sûr philosophiquement parlant très intéressant. Moi, je mesurais pas ça complètement en voyant ça au Portugal, mais maintenant que je le vois arriver un petit peu en France, et Pierre a exactement compris où je voulais en venir en évoquant Monaco, c'est vrai qu'on se dit, bon, ben, effectivement, on arrive à mettre quelque chose en place qui tient globalement la route. Monaco a été en quart de finale de Champions League l'an dernier, sorti Arsenal, pas quand même complètement dégueulasse, Pas complètement. et au-delà de tout ça, a réussi à virer 2 tiers de son effectif, c'est-à-dire pratiquement 20 joueurs à l'intersaison. On a repris à peu près donc autant, parce qu'ils ont toujours 30 ou 35 joueurs sous contrat tout de suite, et a remonté une équipe qui, certes, joue un peu moins bien, je trouve, dans l'ensemble, mais recèle d'un certain nombre de talents intéressants, et dont on peut se dire que s'ils tournent plutôt pas trop mal à un moment ou à un autre, ça peut finir tranquillement deuxième de Ligue 1. Donc pourquoi des Marseille, des Bordeaux n'arrivent pas à créer un petit peu cela? Alors effectivement, peut-être dans un premier temps, au détriment de l'histoire, de la continuité aussi de leurs équipes, mais ça leur permettrait, en faisant ce jeu-là pendant quelques années, peut-être d'amasser des mannes assez importantes, leur permettant ensuite de se lancer dans une course à l'armement. Moi, j'ai un peu le sentiment, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, que Arsène Wenger a un petit peu fait ça, alors bien sûr dans une dimension un peu au-dessus, et que en Et jouant... d'ailleurs, ça marche bien, il a gagné énormément de titres grâce à ça. Non, ça va venir, ça arrive. Le fair play financier, ça vient que de commencer, hein. Et justement, donc j'allais dire, Pierre, en ayant avec l'arrière-pensée de ce fair play financier qui allait s'annoncer, est-ce que tu n'as pas le sentiment que si le fair play financier réussissait à se mettre vraiment en place comme il devait se mettre originellement en place, est-ce que ça pourrait pas profiter à ce genre de politique-là? Je prends du jeune, je fais du pognon et ensuite je peux m'armer pour gagner des titres. Ce serait bien en tout cas. Ce serait mieux que d'avoir des clubs hyper endettés comme certains clubs dont tu serais un peu supporter peut-être, ou qui sont limite faillite ou juste aidés par le roi. Mais non, c'est clair que la politique d'Arsenal, c'est une belle politique en tout cas, qui est séduisante. Et puis Wenger est quelqu'un de très intelligent et qui ne se limite pas au bord de la pelouse. C'est quelqu'un de compétent en plus, à tout point de vue. Mais le problème de Marseille et Bordeaux, c'est qu'ils ont des trop petits stades. Ouais. Et je plaisante, mais ils ont 2 stades neufs, ils les remplissent pas. C'est quand même. Alors, C'est un problème. C'est vrai Ça, qu'ils c'est ont. vrai que c'est un vrai problème. Voilà, ça fait pas tout, quoi. Quand je vois le derby l'autre jour, Saint-Étienne-Lyon, un pauvre 1-0 à la sortie, on fait le même entre les 2 équipes de Manchester ou entre 2 équipes lyonnaises, ça va faire 4-3 ou 5-2. Enfin, c'est plaisant à regarder au moins. Oui, et tu as un Christophe Galtier qui en plus assume complètement le fait d'avoir refusé le jeu à domicile. Oui.
C'est assez surréaliste. Et alors qu'il a gagné, hein, Guillaume. Hein, je ne sais pas si tu as vu. Catenaccio, c'était fini depuis 30 ans, mais non. Le Saint-Etienne. Le Saint-Etienne, ouais. Non, je l'ai regardé vite fait, mais c'était chiant. Hein. Ah oui, C'était pas un bon match. Je sais pas ce qu'on avait vu dans l'après-midi. C'était le week-end dernier, c'est vieux ça déjà. Mais je sais pas ce que j'avais regardé dans l'après-midi. J'avais vu un match justement du championnat anglais. Bon. Entre des équipes qui n'ont pas de défense et des équipes qui n'ont pas de défense, il y a eu des buts. Ouais, non mais. Mais quand même, c'est plus agréable, ça, c'est certain. Si tu veux, au niveau de la première ligue, on voit quand même beaucoup moins de contrôle du genou, quoi. Tu vois, c'est. On compare, ça joue un peu plus vite quand même. Il y a un projet de jeu, il y a une tentative d'offensive, il se passe quelque chose. Bon, les matchs de Ligue 1, moi, je suis désolé, hein, 80% de ceux que je regarde, t'as l'impression qu'ils essayent même pas d'attaquer. Et l'exemple type, c'est ce qui s'est passé hier soir entre l'OM et Lyon, où une fois que l'OM avait mis son but, l'OM plus rien, quoi. Ils ont joué à la passe à 10 à 30 mètres et bon. Et pas grand-chose avant, en plus, hein, quand même, l'OM. Ouais, c'était pas fou avant. Ils sont venus pour pas prendre de gros risques, c'est sûr. Et donc ça fait partie de nos top clubs en Ligue 1 officiellement. Donc c'est pour ça, pour moi, qu'on est loin. Comme le foot a une énorme capacité d'influence sur les médias se fondent dans ce truc-là et finalement nous disent nous montrent en épingle des affiches qui n'en sont pas. Ah ouais, carrément. Ça. Font des comptes rendus épiques sur des matchs. Avec des super loops, des méga loops, des palettes 3D, 8D, 6D, des fonds verts, des mecs qui. Voilà, là, c'est Canal, il s'éclate. Hein. Et sur l'habillage, il se régale. Pour en revenir au tout début de la conversation, il y a des matchs de Ligue 2 qui sont pas loin de valoir des matchs de Ligue 1. Alors techniquement, c'est souvent un peu plus juste, mais bon, pour ce que font les joueurs de leur technique en Ligue 1, mieux vaut un match bien disputé en Ligue 2 qu'un match 1-1 ou 0-0 en Ligue 1, ou 1-0, combien il y en a dans la saison. Ouais. Ça s'est calmé, ça, les 0-0. Les 1-0, il y en a beaucoup, mais les 0-0, ça s'est un peu calmé. Fallait voir des matchs de district, évidemment. Alors, histoire de changer de sujet, parce qu'on n'a pas fait venir Monsieur Bourduche pour ça, parce que Monsieur Bourduche, il est inarrable sur une autre discipline que le football, et à un moment donné, ce serait quand même dommage de ne point en parler. Il s'agit évidemment du cyclisme. Alors. Mais c'est pas la saison. Ouais, mais moi j'y connais rien. Alors, c'est pas la saison, faut m'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des saisons en vélo, c'est-à-dire il roule pas en hiver, il fait trop froid. C'est pas parce qu'il fait trop froid, mais c'est juste qu'il s'arrête un peu de temps en temps. Ah ouais? Et comme il monte un peu haut de temps en temps. Il y a des saisons parce qu'il y a des intersaisons. Ah. Et que ça fatigue une saison de vélo parce que c'est beaucoup de jours de course, c'est énormément d'entraînement, incomparable avec ce que peuvent faire les footballeurs, les rugbymen ou les volleyeurs ou les basketteurs. L'entraînement, c'est 3-4 fois plus que n'importe quel... et par tous les temps. Et donc, ils ont le droit de se reposer un peu. Ça ne dure pas très longtemps, d'ailleurs, l'intersaison. Mais c'est aussi qu'il faut que les routes soient praticables, que la météo le permette. Donc, ça s'arrête entre novembre et février. Et là encore, c'est un peu relatif, puisque la mondialisation qui existe dans le vélo comme dans les autres sports fait que ça commence en Afrique et en Amérique du Sud, courant janvier, les premières courses de la saison. Et le championnat d'Australie, là. Ouais, enfin, donc Tour Down Under, effectivement, et le championnat d'Australie aussi a eu lieu, absolument. Ah oui. Mais ça, c'est l'hémisphère sud, quand même. C'est les Australes. Ah, c'est l'autre bout du monde, et un peu comme je parlais moi la semaine dernière à Guillaume en lui disant que à cette époque de l'année, je ferme les volets, je me mets dans le noir complet, j'allume le chauffage à fond, mais à fond, hein, il fait 35-37 degrés à la maison, et je mets l'Open d'Australie à la télévision et je me dis été, en voyant tous ces gens, les joueurs qui transpirent sur le moindre effort, les gens qui sont sous des jolis petits chapeaux avec leurs petits ventilateurs, leurs petits brumisateurs. J'aime l'Australie à cette époque de l'année. Les Français éliminés dès les premiers tours, comme d'habitude. Et ça va avec, hein. Quoi Dieu dur, Pierre-Gilles Simon nous a fait un sacré petit quelque chose. Mon fils est encore en course en quart de finale. Il a perdu quand même.
Pardon? Oui, il a perdu quand même au bout. Enfin, il Ouais, a- mais c'est parce que, Gaël en fait, Monfils- depuis Gaël longtemps. Monfils s'est qualifié, mais il a bobo, il jouera pas la prochaine, à mon avis. Ah, par contre, à tous les coups, on gagne. En fait, c'est Djokovic a fini par gagner et Simon a fait exprès de perdre parce que Julien a pronostiqué que Djoko faisait le grand chelem cette année. Et donc, à partir de là, forcément, les joueurs français ont des consignes. Les Il n'aura fameuses- pas grand monde. Il aura pas grand monde pour l'en empêcher de faire le grand chelem, à mon avis. Ah, il est pas passé loin de prendre une petite volée par Gilles Simon quand même. Et Ça, c'est quand même pas joué à grand chose. il avait besoin de rester sur le court un peu longtemps pour s'habituer à la chaleur, donc il lui a laissé 2-7. Et puis voilà. Et alors, Guillaume, bien sûr, puisque théorie de comptoir la semaine dernière, très probablement théorie de comptoir ce soir aussi, à un moment ou à un autre, il faut toujours un peu édulcorer le truc. Donc, je t'ai dit Djokovic, grand chelem la semaine dernière. Je te Tu l'as dirais, comme le disait justement Tu l'as Pierre, dit. il n'y a pas grand monde pour l'en empêcher. Et je vais donc opposer à ces deux évocations-là la chose suivante, c'est que finalement, il n'y avait pas grand-chose à opposer au grand chelem de Serena Williams l'an dernier. Et finalement, patatras, elle s'est pété la gueule à l'avant-dernière marche. Donc voilà, il y a les fameux 28 matchs dont je te parlais la semaine dernière. Comme elle a perdu. Il peut quand même y avoir un des deux Suisses qui lui en enlève un dans la saison. Et je pense plus au petit, au moins élégant et à celui qui a jamais été numéro 1 mondial qu'à l'autre, moi aussi. Hein. Je suis assez d'accord avec toi. Mais le Federer, quand même, aussi, est capable de s'en offrir un dans la saison. Si on lui offre une pelouse parfaitement manucurée à Wimbledon et surtout bien Mais arrosée, donc il peut pas jouer au stade Marcel Michelin, alors. ah non, ça, c'est pas... Il faut une bonne pelouse. Mais d'ailleurs, tu le vois, depuis quelques années, Wimbledon, hein, c'est de plus en plus les joueurs de fond de cours, les attaquants de fond de cours qui y arrivent et non seulement qui y arrivent, et j'insiste bien sur le y arrive, mais tu t'aperçois même qu'un Nadal hyper spécialiste de terre battue a réussi à le remporter. On a vu quand même des choses qui sont plus surprenantes. Alors Agassi, il y a quelques années, un peu plus loin, mais des attaquants de fond de cours qui ont remporté Wimbledon, tu te rends compte que malheureusement, il y en a un peu plus, et c'est pour ça aussi qu'on peut un peu parler de cette notion de grand chelem, c'est que celui qui gagne sur terre battue, maintenant, a un peu plus la capacité de gagner sur gazon derrière, et donc par essence et par nature, de gagner sur les deux autres surfaces, qui sont des surfaces plus homogènes pour l'ensemble des joueurs. Sauf s'il est français. Ouais, c'est pas fait. Sauf s'il est français. Ça, Ah, toujours... là, en France, il y a surtout la capacité de perdre n'importe où. Et ça, quand même, c'est un talent qu'on peut pas nous enlever, quoi. On maîtrise, hein, on maîtrise. Oh, Là-dessus, en termes de tennis, bon, la surface pour perdre, voilà, il n'y a pas de préférence, quoi. Et quel que soit le joueur, d'ailleurs, c'est enseigné dans les écoles de tennis très très jeunes, hein, c'est perdre sur toutes les surfaces. et voilà, mais il faut perdre avec brio, parce que après tout, c'est ça le plus important. Oh, la classe. Ça vient, elle a la classe. Ça vient du président de la fédération, qui est Jeannot Gachassin, qui avait une énorme classe sur un terrain de rugby, et à une époque où on perdait pas mal. Ouais, après c'est quand même des sports où c'est extrêmement dur d'aller remporter ces tournois-là. Hein. Faut aussi, et surtout avec la génération qu'on a là, où c'est un peu n'importe quoi, et c'est les 4 mêmes qui se partagent à peu près tout depuis 5-6 ans, et je pense que ça n'a jamais été aussi dur qu'aujourd'hui d'aller remporter un des tournois là, parce que actuellement, pour faire un grand chelem, il faut ou battre Federer, puis Djokovic, ou battre Nadal, puis Murray, ou battre, voire limite maintenant, parce que Nadal est pas très bien classé, en faire 3 d'affilée. Voilà, la performance, elle se fait une fois. Le seul qui a réussi à le faire, c'est Wawrinka. Et Murray a même eu du mal à le faire. Donc on est quand même sur une génération qui est exceptionnelle à ce niveau-là. Oui. Mais donc bon. Bien les générations sans français quand même. Hein. Oui, bah ça. Ça. Et puis on voit pas grand-chose poindre à l'horizon en plus. Derrière. Non, chez les jeunes, là, on avait une forte génération et la relève arrive pas. Mais c'est très français. C'est très flippant. Parce que bon, Pierre, j'ai rêvé où il y a un an et demi de cela, l'équipe nous avait pondu un article sur le futur classement ATP de demain, où tu avais numéro 1 mondial Grigor Dimitrov, numéro 2 mondial Benoît Paire. C'est ça, oui. Déjà à l'époque, je me suis gratté la tête en me disant Benoît Paire, celui qui perd, ou Benoît Paire, un autre Benoît Paire. Et la bonne blague. Benoît Paire, celui qui perd, mais bravo, monsieur Julien Houry.
À l'équipe tennis, ils ont peut-être les mêmes produits que Gasquet aussi. Oui, là, quand même. Le petit Richard G, 9 ans, sur cette couverture de Tennis Magazine. C'est vrai, ça aussi, c'était joli, ça, à l'époque. J'étais pas beaucoup plus vieux, entre guillemets, mais j'avais peut-être 14, 15 ans. Je sais pas combien j'ai d'écart avec Gasquet, mais je me rappelle, moi, ça m'avait choqué. Je m'étais dit, putain, déjà, aujourd'hui, je me verrais pas en une comme ça. Moi, je jouais pas trop mal au football à l'époque, tu vois, et je me rêvais un petit destin professionnel que j'aurais peut-être pu avoir extrêmement modestement, mais que j'ai pas pu, ne serait-ce qu'entrevoir à cause de genoux récalcitrants. Mais Toi, t'es tout de suite passé à un sport de vieux et t'as fait du golf. en plus, bah, si tu veux, j'ai voulu garder cet esprit de compétition, et comme je jouais pas trop mal au golf, effectivement, je me suis un peu lancé à fond là-dedans, à corps et à cri, mais avec plaisir aussi. Et voilà, donc si tu veux, moi, je me serais pas imaginé sur une couverture à 14-15 ans de 11 mondial ou de France Football, qu'importe. Donc ça m'avait vraiment choqué à Mais l'époque que notre petit Richard Gasquet, ce pauvre petit gamin de 9 ans, était en une comme ça, avec un gros article, un dossier et tout est-ce dans le que c'est cœur pas du ça pays. qui tue beaucoup d'espoirs français, que ce soit en tennis et en football aussi, dans une moindre mesure, et en basket aussi. Et en vélo En, aussi. en hand, il y a un peu moins ce problème-là parce qu'on a des générations qui surpassent les unes les autres. Est-ce que c'est pas un peu ce côté, t'as l'impression qu'il y a un nouveau Zidane tous les 2 ans, t'as l'impression qu'il y a un nouveau Noah tous les 3 ans. Est-ce que c'est pas cette attente trop tôt? Bien sûr. Parce que c'est trop tôt, à 15 ans on sait rien En de la vélo, c'est carrière qui va pareil, être hein. faite, qui bouffe un peu les joueurs, qui leur donne peut-être un petit excès de confiance, qui fait que ben, finalement les mecs au moment où ils doivent gagner, ils arrivent sur le cours en se disant j'ai déjà gagné, et puis ils perdent quoi. En vélo, c'est pareil, hein. Un Oui, coureur en vélo c'est pareil, c'est vrai. fait deux podiums dans la saison, ça y est, on lui dit qu'il va gagner le Tour de France l'année suivante, et ça arrive jamais d'ailleurs. Ah là, ça Parce qu'on se c'est pareil. précipite beaucoup trop, parce qu'il y a eu un grand trou entre la dernière fois et l'époque actuelle, et du coup, on veut tout de suite monter en épingle des gens, et puis voilà, c'est... Il y a une attente qui est vachement importante, et je pense une pression quand t'as 20 piges qui est pas possible à assumer. En tennis d'ailleurs c'est rigolo parce que le dernier à avoir fait une grosse perf, qui est de son gars qui a quand même fait une finale de Grand Chelem, ce qui est pas trop mal quoi. Oui, sur un... C'était le moins attendu de la génération là, c'est-à-dire que c'est celui qui a percé à 24 ans, à l'âge où un tennisman doit percer, et qui avait pas été monté tellement en épingle avant. Par rapport en tout cas aux caisses qui ont été faites sur mon fils et sur Gasquet, pour ne citer que. Ouais. Et Gilles Simon qui a été numéro 1 mondial aussi, c'est pas un joueur à qui on a mis une grosse pression jeune. Et paradoxalement, dans les 4 Français aujourd'hui, il y en a peut-être un 5e que j'ai oublié, dans les 4 gros Français aujourd'hui, c'est rigolo, c'est les 2 qu'on a vu arriver le plus tard qui finalement ont fait le mieux, alors qu'on sait que c'est eux qui ont le moins de talent peut-être à la base, sans leur faire injure. Le travail, il y a quand même une notion dans les sports de très haut niveau, c'est le travail quand même, hein. C'est... Le talent est là, mais il y a quand même énormément de travail, hein. Et pour parler de cyclisme, je vais parler de Romain Bardet, hein, qui est notre... Ah oui, le futur vainqueur du Tour de France donc. C'est pas sûr. Mais ça peut. Ça peut. Oui, faut pas Mais exagérer quand même, on est bien d'accord. c'est surtout que voilà un garçon qui a un plan de carrière, qui travaille énormément, qui évalue constamment le travail qu'il fait et les progrès qu'il fait, qui tire parti de toutes ses erreurs qui les corrige et qui ne les refait pas, ce qui n'est pas toujours le cas, et qui progresse de saison en saison et qui tranquillement gravit des échelons. Alors, après tout, pourquoi pas être celui qui gagnera le Tour de France un jour, pourquoi pas. Il en a encore 6 ou 7 a priori devant lui, donc Oui, il aura peut-être une opportunité doit être terminée. s'il tombe dans la bonne équipe avec les bons coéquipiers, une année où ça peut le faire, quoi. Parce Et qu'un puis, Tour de France, c'est vachement aléatoire. un tracé un peu favorable, des circonstances de course qui vont bien, et puis voilà, ça peut. Pourquoi ça ne le ferait pas? Allez, un Pour- petit mot, et on va finir là-dessus pour cette première Pour partie faire d'émission. juste définitivement la transition entre tennis et vélo, non Pierre, effectivement, ça sera malheureusement pas Romain qui gagnera le Tour de France cette année, parce que c'est Djokovic qui va gagner le Tour de France cette année. Dans le cadre de son grand chelem, évidemment. Et normalement, il doit gagner aussi à lui tout seul le top 14 de rugby, où l'ASM, elle est belle cette transition, où Elle est pas l'ASM mal a du tout. perdu le week-end dernier. Mais oui, hein, je crois que c'est ça, je sais pas. Alors moi, le rugby, pour situer pour Pierre, parce que Julien commence à savoir, c'est un sport qui
qui me fait chier, quoi. Hein, on peut appeler ça comme ça, donc. J'y connais à peu près Comme le rien. vélo, hein, à peu près. À peu près, voilà. Ah, Non, on le t'a vélo, fait changer d'avis sur le vélo, donc tu peux peut-être changer d'avis sur le rugby, va savoir. Faut qu'on t'emmène au stade. Faut qu'on t'emmène au stade. ouais, enfin, moi, tu sais, je suis de Pas Perpignan, forcément j'habite à Clermont et j'aime pas le rugby, quoi. Donc, il y a un moment. En fait, tu sais que il y a les troisièmes mi-temps au rugby. Ouais, mais ça, il y en a partout. Et il y a même des troisième mi-temps sans match, des fois. Ça se fait aussi. C'est vrai. Et c'est moins joyeux que... Enfin, au rugby, c'est mieux, quoi. Non, Il y a alors, c'était avant, SN. Vous vouliez en parler. Une défaite avant, qu'il faut noyer. Il y a quelque chose à arroser là. Là, toi, quand tu nous dis on peut faire la fête sans le match, mais c'est pas une troisième mi-temps parce qu'il n'y a pas eu les deux mi-temps avant. Et voilà. C'est pas pareil, pas pareil. Tu peux pas comprendre. Faut qu'on t'embarque avec nous une fois. Mais je te Ouais. dis pas forcément au stade Michelin. Peut-être même dans un. Moi, j'ai eu le plaisir l'autre Non, jour mais moi, d'être. j'ai vu des matchs de rugby, il n'y a pas de problème. J'étais dans des stades, tout ça, c'est juste pas mon sport. T'étais mal accompagné, c'est pour ça. Ouais, peut-être. Jamais hein, dire jamais. Tout comme Monsieur Oui. Bourduge, il faut jamais dire jamais j'essaierai le golf. Quand même, faudra bien venir taper un jour des balles avec nous, s'il vous plaît, Je mon sais pas. seigneur. Mon Ouais, physique. donc, Allez. alors, l'ASM, c'est quoi le problème, là Parle-moi de vraies choses Il qui y a fâchent. plein de problèmes, hein. C'est Eh quoi oui. les problèmes, du coup C'est qu'ils sont éliminés de la compétition qu'ils avaient mis en objectif numéro 1 de la saison. La Donc Coupe ça, c'est d'Europe quand même, je pense déjà le premier de tous les problèmes, Pierre. Je sais pas ce que tu en penses, mais à la base des bases, à mon avis, on peut pas passer à côté de ça déjà. Ben, ils étaient finalistes l'année dernière, donc ils avaient quelques légitimités à vouloir faire un bon bout de chemin cette année aussi. Bon, mais ce qui est intéressant, bon, ils ont perdu hier sur plusieurs faits, mais ce qui est intéressant, une fois là, c'est toujours embêtant de voir que le club du coin n'ira pas plus loin, mais et surtout qu'on avait une belle opportunité cette saison de jouer éventuellement un quart de finale à Clermont, une demi-finale à Saint-Étienne et la finale à Lyon, ce qui aurait quand même été sympa. Mais bon, en dehors de ça, cette défaite-là, elle est passionnante parce qu'il y a un tas de problématiques qui surgissent autour. Donc, elle n'a pas fini de faire parler. Et oui, elle est absolument passionnante. Ça va de l'organisation du club aux jeux pratiqués, aux individus. Il y a vraiment des tas de choses à dire. En particulier, on va peut-être aborder le point le plus visible, celui de la fin de match, où alors il y a une faute professionnelle de toutes les structures du club qui est incroyable. Alors qu'à la 65e minute, dans l'autre match qualificatif, l'équipe d'Exeter avait pris le bonus offensif. Il ne restait plus qu'à Clermont, qui avait déjà gagné le bonus offensif en marquant 4 essais, d'aller chercher le point du bonus défensif. On est à un quart d'heure de la fin du match. Ouais. Il suffit donc de passer un coup de pied de pénalité, un drop, enfin de marquer quelque chose, quoi que ce soit, pour se qualifier. À la 80e minute, une pénalité est accordée à l'ASM, à 20 mètres en face des poteaux. Donc un truc que même le pilier gauche peut marquer avec le talon et retournant au poteau. Ouais. Et Morgan Parra, le demi-mêlée de l'ASM, la joue à la main. Bon, ça ne marque pas. Ah, ils l'ont pas tapé Ça du match élimination. Et bien voilà, parce que lui ne savait pas que les Anglais d'Exeter avaient donné la possibilité à la SM de se qualifier, mais après un match raté, etc. Mais Parce que là, ils étaient 3 à pouvoir se qualifier, c'est ça l'idée. Et donc, en gros, même en perdant, ils avaient leur chance, quoi. la SM, on pouvait sortir première, quoi, ou deuxième égalité avec tous les autres, mais avec un meilleur goal average. Bon. Mais Ouais. ce qui est grave dans l'affaire, c'est que le staff, les nombreux techniciens qui entourent le club, ceux qui ont des ordinateurs, des trucs... Ouais, personne n'a pensé à lui dire, écoute, mon gars, Personne n'a constaté que je vais la taper, quoi. ce cas d'école, et alors qu'ils avaient un quart d'heure pour le faire, n'a prévenu les joueurs, voilà, qu'il leur suffisait de marquer quoi que ce soit. N'importe Ouais, parce qu'ils ont fini à 28-37, et tu me dis, si je dis une bêtise, faut qu'il y ait 8 points d'écart pour le bonus défensif, c'est ça? Moins de 8 points. Voilà, moins de 8 points, 7 points d'égal, ouais. Donc, ils pouvaient marquer n'importe quoi, ils étaient qualifiés. Et personne n'a songé à les en informer. Y compris apparemment le staff qui n'a pas été informé non plus. Mais c'est fait exprès.
C'est Sans des doute. paris truqués, on va découvrir ça dans quelques années. Et Non, alors, mais enfin. donc, là, il y a déjà cette chose-là. Il y a aussi le carton jaune qu'a pris Julien Houry, moins de 60 secondes. Julien Houry, il aurait pu. Ouais. Julien Bardi, moins de 60 secondes après être entré sur la pelouse. Alors lui, qui était déjà coutumier, lui fait pourquoi l'a-t-on fait entrer? Pourquoi n'a-t-il pas été capable de se retenir, de faire une faute grossière? Il y a aussi mener la SM mène 14-0 et tout d'un coup se liquéfie pour se faire remonter. Elle reprend l'avantage, elle le repère. Enfin bon, il y a tous les cas de figure et là je pense qu'il y a de quoi faire des analyses. La presse écrite, j'imagine, ne va pas s'en priver pendant longtemps. Et peut-être que même, il semble que demain il y a une conférence de presse. Peut-être que même qu'il va être annoncé quelques petites bricoles parce qu'il s'est passé des choses qui étaient Il va être viré, Azema? surréalistes. Non, ça servirait à rien et je pense pas qu'il soit responsable en quoi que ce soit. Mais il se passe des choses qui font que cette campagne européenne est difficilement compréhensible. Alors, D'accord. est-ce qu'ils vont l'identifier en interne et en faire part parce que sur les réseaux sociaux, tout se dit actuellement, y compris par Jimmy Cudmore, le joueur de l'ASM blessé actuellement. Enfin, on lit tout et n'importe quoi. Donc j'espère que les responsables du club vont identifier les problèmes et les mettre sur la table. Parce qu'un des grands drames aussi du rugby du moment, c'est que on n'a plus accès aux joueurs, tout se passe en catimini, en conclave. Et ça Ouais, c'est moi, c'est pas. est facile à suivre. Bon, mais sur ces belles paroles, écoutez, je vous propose une petite pause. YouTube, ciao, hein, on se retrouve dans 2 jours.